le 2 mars prochain à la salle André-Mathieu à Laval. Alain Trudel, bonjour Alain. Allô? Alain Trudel va diriger une des œuvres les plus costaudes, si on veut, du répertoire classique, c'est-à-dire le chant de la terre. Et Alain, ce n'est pas la première fois que tu diriges l'œuvre. Non, je me trouve pas mal chanceux. Bonjour tout le monde. Je me trouve pas mal chanceux de vous voir, mais c'est ma quatrième ou cinquième fois que je le fais, le cycle de concert, donc je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est tant mieux parce que c'est pas une œuvre facile à comprendre, c'est pas une œuvre facile à diriger. Quand Mahler a fini de la composer, il l'a donné à Bruno Walter. Mahler ne l'a jamais dirigé, il l'a même jamais entendu, il est décédé avant. Il l'a donné à Bruno Walter, puis il dit si tu as une idée comment diriger le dernier mouvement, il dit vas-y, moi, j'ai aucune idée. Bon, c'est exagéré son affaire, mais quand même, ça donne une idée du degré de difficulté de compréhension. C'est pas une difficulté comme le sac du printemps ou des trucs avec des métriques compliquées. C'est juste que ce qu'il y a à l'intérieur d'une métrique large, il y a tellement des affaires différentes dedans qu'il faut tout garder ensemble. On sent vraiment l'univers de Mahler, l'univers dans une œuvre, dans Mahler, le plus que de toutes ses symphonies. Et c'est sa dernière, naturellement. Et dès les premières notes, on est plongé dans cette espèce d'état d'esprit qui se veut d'une certaine façon une œuvre pour l'éternité, là, tu sais. Ouais. Il y a de superbes voix que tu as choisies pour interpréter et j'aimerais que tu me parles un petit peu de Susan Platz. Deux mots à propos de Susan pendant qu'on va regarder celle qui est aussi Ben, devenue pâtissière ou je sais pas trop. ben, Alors Susan, voilà. c'est Mahler. C'est pas compliqué. C'est une des plus grandes interprètes au monde. Elle fait le tour de la planète à chanter Mahler. C'est une grande partie de sa vie depuis toujours. Moi, je te dirais que des 4 fois que j'ai fait Das Lied von der Erde, la première fois, c'était pas avec elle, mais toutes les autres fois après, j'ai toujours demandé que ce soit elle qui chante. Mes deux dernières, deuxième de Mahler, c'est elle qui chantait avec nous. On fait la troisième l'an prochain aux États-Unis. Et puis, j'ai demandé à elle aussi. Écoute, c'est une interprète de Mahler exceptionnelle. Elle comprend l'univers. Elle a une personnalité qui se mêle bien à ça. C'est sûr qu'elle peut chanter n'importe quoi, là, mais c'est vraiment être exceptionnel dans Mahler. Puis pour le ténor, ça nous prend quelqu'un qui est capable de personnifier, parce que c'est un bizarre de, je vais en parler plus tantôt, là, mais ça prend quelqu'un qui est vraiment à cheval entre ténor qui peut chanter comme ça ou ténor qui peut être plus Halden ténor qui peut vraiment faire ah, tu sais, avec ça, surtout le premier mouvement qui est extrêmement demandant et difficile pour le ténor. Puis là, on a la chance d'avoir John McMaster, qui est une légende, qui le fait très souvent aussi. Donc, moi, je dirais qu'on serait sur une scène à Chicago ou à Berlin ou peu importe, on pourrait avoir les mêmes interprètes. Donc, les gens vont venir à la salle André-Mathieu à Laval. Puis ce qu'ils vont avoir comme solistes, ben, puis l'orchestre va être extraordinaire aussi, ils sont tellement bons. Mais nos solistes, c'est des solistes que tu auras à Chicago, que tu auras à New York, n'importe où. Et c'est très solide dès le départ. Évidemment, on entend les corps, puis ça rentre avec, mais vraiment une force incroyable. Et tout de suite, le ténor se met à chanter, mais pas n'importe comment, là. Il est tout de suite dans les hautes sphères. Ouais, c'est ça. Alors, ça prend quelqu'un d'extrêmement solide. Si tu veux, là, on parle du début de ça. On pourrait parler de l'œuvre un peu si ça tente. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que bon, Mahler il a écrit 9 symphonies. Il dit je ne vais pas en écrire une dixième hein, parce qu'il y a vraiment la hantise que tous les compositeurs avaient après le neuvième de Beethoven, qu'il n'y a jamais un compositeur qui réussit à se rendre. Hein. Schubert, il ne l'a jamais fini. Les autres n'ont jamais osé. Il faisait quatre. 5 Mendelssohn, 4 Brahms, 4 Schumann. Mais là, Mahler s'est dit, ben, j'en ai 9 de fait, mais là, je vais en faire une, mais je vais tromper le destin. Tu sais, on parle de gens extrêmement superstitieux, là aussi. Les musiciens le sont souvent, comme les sportifs d'ailleurs, mais vraiment d'une façon très dramatique. Là, Mahler, ben, c'est une symphonie en chant, parce que Mahler met beaucoup de voix dans beaucoup de ses œuvres. Il n'a jamais écrit d'opéra, même si c'est un grand, grand chef d'opéra, c'est le chef d'opéra de Vienne. Mais
faire une chanson avec 6 chants. Mais on ne se trompe pas, c'est vraiment une œuvre incroyable, une œuvre symphonique d'une heure. Puis c'est des poèmes milléniaux, c'est des poèmes qui datent de tellement de temps, des poèmes chinois. Même en l'air, il dit, je ne vais pas appeler ça la 10e symphonie, je vais l'appeler le chant de la terre. Fait qu'il dit, ah, ben vraiment, j'ai trompé la mort. Puis il commence à écrire une 10e symphonie, puis il meurt. Ce que c'est pas drôle, là. Mais c'est drôle quand même, parce que les superstitions, c'est comme. Souvent, ça se réalise, c'est un peu bizarre. Tu sais. On peut trouver sur YouTube les textes chantés Absolument. en français, Oui. d'ailleurs. Et ça, Et c'est d'ailleurs, intéressant je parce que ce sont des poèmes. je suggère fortement aux gens d'aller voir ça avant de venir voir le concert ou avant de le visionner éventuellement. Je te parle rapidement des 6 mouvements. Oui. Ils sont de durée, les durées n'ont aucun rapport entre elles. Le premier mouvement, comme tu parlais, c'est celui avec le ténor. C'est des poèmes chinois. Puis le dernier, bon, il a rajouté un petit quelque chose de son cru dedans, mais commençons avec le premier. C'est une chanson à boire. Ça s'appelle la chanson à boire, si on le traduit en français, là, de la douleur de la terre. Fait que là, c'est vraiment, c'est notre ténor, notre protagoniste, invite tous ses amis, on fait un gros party, il fait une grosse fête chez lui, invite tout le monde, on va faire un, à votre santé. Oh, mais avant, je vais vous raconter quelque chose. Tu sais, c'est comme la vie est vraiment difficile, puis sombre, tu sais, la vie est sombre, puis la mort est sombre. OK, Chen! Là, après, je vais vous raconter d'autres choses. C'est toutes des histoires super sombres qu'il raconte. Un côté très fataliste qui va aussi avec le côté fin de siècle de Vienne au début du 20e siècle. Là. Ça va vraiment avec ça. Donc, ça, c'est le premier. Donc, c'est une chanson en base, pour ça que c'est. Mais tu sais, c'est comme, wow, c'est vraiment quelque chose. Donc, on tombe tout de suite après, parce que c'est toujours un air pour le ténor, un air pour l'alto. Un air pour l'homme, la femme, l'homme, la femme. Ou Mahler avait dit au début, ça peut être aussi un baryton, mais il a changé d'idée quand même assez vite. Je trouve ça beaucoup mieux aussi avec un ténor et avec une alto. Mais ça te prend vraiment une contre-alto, mezzo-soprano, contre-alto pas trop grave. C'est difficile à trouver. Là. Quand on a une Suzanne Platz, on est content. Donc, d'ailleurs, c'est deux chanteurs canadiens, en passant. Je souligner, là, on continue à travailler pour les gens de chez nous aussi, soit des artistes québécois, des artistes canadiens. C'est très, très, très important, le WhatsApp. Deuxième mouvement, là, tout d'un coup, on arrête, c'est plus la fête, c'est plus fort, c'est tout doux. En fait, c'est statique. Ça bouge presque. Juste une ligne de hautbois, puis c'est la personne solitaire, c'est le solitaire en automne. Mais tu sais, l'automne, on parle aussi de l'automne de la vie, tu sais, pas l'automne dehors. Mais puis là, il y a un côté comme ça qui traverse ça. Vous lirez le texte, là, mais ça vous aiguille dans la bonne direction. Juste en sachant ça, vous allez être bien placé déjà pour commencer une écoute. Là, le premier mouvement, il dure 8 minutes. Le deuxième, quelque chose de similaire, peut-être 6-7 minutes. Mais là, on tombe dans 3 mouvements qui sont très courts. Moi, le chant de la terre, je le vois vraiment comme les 2 premiers ensemble. Ben, en fait, non, le premier tout seul, le deuxième tout seul, 3, 4 et 5 ensemble, puis le 6e tout seul, on y reviendra. Donc, le 3e mouvement, ça parle de la jeunesse. Ça parle de comment on était beau, comment on était jeune, comment on a de l'effervescence, on a de l'énergie, comment que tout est nouveau. C'est très court. Ça parle de ça, c'est le ténor qui nous revient. Après ça, on parle de la beauté. Mais tu sais, c'est anecdotique, c'est pas philosophique. On a une série on a des jeunes personnes, des filles qui regardent des fleurs de lotus. Hein? On parle de la Chine, naturellement. Là, après ça, les hommes qui sont très vigoureux, qui partent en cheval. Là, tout ça, c'est dépeint avec la musique. On reste dans la jeunesse, dans la beauté, tout ça. C'est comme un aparté. Tu sais, au début, c'est vraiment presque sarcastique, ironique. Là, après ça, on est vraiment nostalgique, la solitude. Puis là, on arrive la beauté, la jeunesse. Puis après ça, notre protagoniste du premier mouvement, celui qui prend un coup avec ses amis, il revient, mais tout seul, ce coup-là. Le ténor revient, puis c'est un ivrogne au printemps. Là, on a passé l'automne, on revient au printemps. Puis le printemps, c'est les débuts. Le printemps, il y a aussi la débarque, mais le printemps, il y a quelque chose de nouveau, d'invitant, de frais. Puis lui, c'est quelqu'un, ça parle beaucoup de, si on va au second degré de qu'est-ce que ça parle là-dedans, c'est quelqu'un qui se auto-sabote un peu.
dans la vie. Tu sais, il fait son propre sabordage. Puis, tu sais, c'est pourquoi moi, je tombe jamais en amour, ou ça marche jamais, ou la vie vraiment avance pas comme je voudrais. Mais non, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Tu sais, je vais prendre une petite gorgée, là, tu sais, ça va être correct. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a quand même des gens comme ça, là. On en connaît tous un peu des gens qui s'auto-sabotent, là, un petit peu, là. Tu sais, puis que, tu sais, non, mais on a tout pour être heureux, mais, tu sais, il faut faire un petit effort quand même. Mais, tu sais, il y a le côté nostalgie, il y a le côté de. On est quand même un peu bien quand ça va pas bien, puis on fait pitié aussi, là, tu sais. Fait qu'il y a ce côté-là là-dedans. Là, ça, c'est un autre 3-4 minutes, là. Les trois que je viens de dire sont très, très courts. On parle de 3 minutes et demie, peut-être 4 minutes et demie, puis 4 minutes. Là, on arrive dans le dernier moment, qui est le chef-d'œuvre de Mahler, de toute son œuvre, de toute sa vie. Ça s'appelle l'adieu. Puis, Al-Shid, ça veut dire adieu, l'adieu. Dans ça, Mahler prend deux poèmes, deux poètes, deux de leurs poèmes. Il y en a, c'est Mong Kao Yen, puis l'autre, on ne connaît pas, c'est Wang Wei, de W-E-I. Puis, ces deux poèmes, il y en a un qui est plus axé vers l'humain, puis l'autre plus vers la nature. Parce que toujours ce côté-là dans Mahler, c'est que, tu sais, on dit l'humain, oui, on est là pour un certain temps, on a des sentiments, on a tout ça, mais la nature, elle va toujours être là, elle. Elle est imperturbable d'une certaine façon. Tu sais, comme si on continue, par exemple, à détruire la Terre comme on fait, là, ben, c'est pas la Terre qui va disparaître, c'est nous autres. Ça va toujours être là éternellement. Donc, on parle d'un côté, c'est un adieu. Là, on parle de Mahler qui, lui, a reçu des coups du destin. Tu sais, sa fille qui est morte, sa petite fille qui était. Oups, ça va? Oui. Ah, OK. Mais tu le couperas, excuse, je pensais que ça arrêtait. On parle de le couple Alma et Gustave Mahler qui ils perdent leur fille quelques années auparavant. Mahler qui passe son emploi à l'Opéra de Vienne parce que les gens trouvent qu'il est trop un tyran. Il s'en va à travers, il passe l'Atlantique pour aller diriger commencer l'Orchestre Philharmonique de New York. Il revient. Puis là, il se fait diagnostiquer avec une maladie comme incurable. Donc, là, il se dit, ouais, mon temps est un peu compté. Mais son temps est compté. Fait que là, il y a beaucoup de la musique dans la 9e, dans le chant de la terre, qui parle de l'adieu. Oui, on part, mais on ne veut pas partir. Il n'a pas fini. Il a 51 ans, il a 50 ans là-dedans. Il meurt à 51 ans. Donc, c'est quelqu'un qui avait beaucoup à dire encore. Là. Donc, il y a ce côté-là, acceptation. Il y a le côté aussi dans les cultures plus millénaires asiatiques où on accepte d'une autre façon, peut mieux un peu. Fait que, à travers ça, c'est de dire au revoir à un ami. C'est un ami qui nous laisse. Toute la première partie de ça. On part, ça dure une demi-heure le dernier mouvement. Fait qu'on part de 3 mouvements qui durent entre 3 et 4 minutes à un mouvement qui dure une demi-heure, qui est la moitié de l'œuvre, qui est seulement pour la mezzo contralto que Susan chante d'une façon incroyable. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on a une partie où on parle de l'adieu. Tu sais, mon ami, je te cherche, mais l'ami, c'est qui? C'est une personne? C'est-tu notre sentiment? C'est-tu nous-mêmes? Puis là, on s'en va à travers la nature, qu'on dit, je me trouve plus, je m'en vais à travers les nuages, à travers les montagnes, à travers dans l'horizon. Je ne sais plus où je suis, je me perds à travers ça, mais finalement, je fais partie d'un tout éternel. Puis ce tout éternel-là, Mahler, il répète 7 fois à la fin. On entend ewig, ewig en allemand, qui veut dire comme pour toujours, éternellement. Il n'y a pas vraiment un mot légal, là, mais qui se dit toujours, toujours. Puis ça finit d'une beauté. Une beauté qui est aussi émouvante, belle, positive, triste. C'est comme tout en même temps. Dans le fond, la vie, c'est un peu ça. T'sais. On a de la nostalgie, mais en même temps, on a de l'espoir, on a du désespoir, on a de la tristesse, on voit de la beauté. Il y a tout ça dans le chant de la terre. Ce que Que, j'entends, ce que j'entends, Alain, c'est que ouais. c'est une des œuvres marquantes de ton répertoire et aussi de ta carrière, si je ne me trompe pas, là. Ah, de ma vie. Puis tous les gens qui l'entendent, ça change leur vie. Ça n'a aucun bon sens. Là. Surtout quand on arrive dans le dernier. Mais tu sais, les 5 premiers mouvements nous préparent au dernier. Là. Le dernier, on est une demi-heure dans ça. Là, ça commence avec rien. Il y a juste un do, avec un peu de gong, un tam-tam, puis un bois qui joue tout ça. Il y a toujours le côté, comme dans les grands cinéastes comme Eisenstein.
Tu sais, beaucoup, peu. Perspective, loin, proche. Ben, dans Mahler, on a ça. On entend la musique en 3 dimensions. Il y a aussi, outre les deux chanteurs, Ouais, McMaster et Mezzo Soprano, il y a des solistes qui sont mis en évidence. Alors, ouais. rapidement, est-ce qu'on peut faire le tour des solistes qui seront primés pendant le concert? Ben, les grands solistes dans l'orchestre, ben, premièrement, tout le monde est vraiment sollicité incroyablement parce que c'est du Mahler, c'est très demandant pour tout le monde. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de hautbois. Notre hautboyiste qui va être José Marchand, ce concert-là. C'est quand quelqu'un. Je l'ai fait, ben, tu sais, des nombreuses fois que je l'ai fait. La dernière fois, c'était avec mon orchestre à Toledo, il y a quelques mois, il y a peut-être en novembre. Puis, il n'avait jamais fait l'orchestre. Non, l'orchestre avait peut-être fait, mais la première hautbois dans l'orchestre qui est aussi fantastique là-bas, ça fait 35 ans que dans l'orchestre, elle ne l'avait jamais joué. Wow! C'était le rêve de sa vie de jouer ça. T'sais? Fait qu'imagine, là, tu sais, parce que ça n'arrive pas si souvent ça qu'on joue le chant de la terre. Là. Revenons à Montréal, à Laval. Oh, excuse-moi. Fait que Oui, donc, José va nous faire ça incroyablement. Là, au bois. Le corps anglais, naturellement, avec Lindsay qui va être au corps anglais. Le corps français, avec Jocelyn Veilleux, c'est les instruments, puis la harpe, naturellement. Antoine, qui est avec nous, là, ceux qui l'ont entendu, il a joué en solo avec l'Orchestre de Trois-Rivières il n'y a pas longtemps, il est extraordinaire, il gagne tous les prix. Fait que c'est Antoine qui est avec nous à la harpe. C'est vrai, ça tourne alentour de ces instruments-là comme soliste. Moi, je te dirais, ben, il y a de la flûte aussi, c'est vrai. Il y a la flûte qui est très importante. À Caroline, dans le dernier moment, vous allez voir, il y a un échange chant-flûte. Mais c'est pas mal ces instruments-là. Mais par contre, je sais qu'on aime les solistes, mais un orchestre, c'est une entière communauté qui fait qu'une œuvre vit. Il n'y a pas d'œuvre organique sans un orchestre qui est comme ça. Là. En conclusion, Alain, le temps Ouais. file. J'aimerais qu'on dise un mot à propos de Simon Bertrand, Ben oui. qui ouvre le concert. Oui, en fait, on se demandait. Il a changé d'idée à peu près 5-6 fois. Ceux qui connaissent Simon ne seront pas surpris. Là. Mais est-ce que c'est mieux là? C'est pas parce que c'est un gars qui chante, c'est parce que c'est un gars qui essaye toujours de voir c'est quoi qui serait mieux. Puis d'ailleurs, on était au téléphone ensemble, puis on parlait des petites dernières pour fignoler ça. Moi, je te dirais probablement que le chant de la terre est aussi important pour Simon que pour moi dans ma vie, dans ma carrière. Fait que lui, c'est un hommage à ça qu'il a écrit. Ouais. Ça s'appelle le chant du cygne. Et l'idée, c'est que comme c'est un peu la fin dans le chant de la terre, on pensait le faire après, tu sais, où il y avait comme. C'est une rétrospective. Parce que c'est tout du matériel qui vient du chant de la terre, son œuvre. Ce qu'il a fait, c'est un hommage au chant de la terre, mais avec sa propre personnalité, c'est sa propre signature à lui. Et c'est pas un arrangement, là, c'est une composition là, à 100%. Mais là, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Les gens, s'ils l'ont avant, ça va tout leur mettre un petit peu en tête ce qui s'en vient après. Puis aussi, ben, c'est le fun, parce que là, c'est une façon, écoute, on crée un autre compositeur de chez nous, un autre concert. À chaque concert, on en fait. C'est ça. Hein. Ah, on peut compter sur toi pour ça, là. T'sais. Alors, Ben, c'est important pour nous. Alain, c'est le 2. Salle André Mathieu. Je ne sais pas s'il reste. On est encore en jauge de 50%. On est. On est sur le bord, Je là. suis pas sûr, mais il me semble qu'on va dire que non. Venez au concert. Réservez vos Achetez vos billets. billets. Salle André Mathieu, le 2 mars prochain. Alain, merci. Je sais que tu es à Toledo, tu me l'as dit. Alors, tu es Oui. à Toledo pour jouer en 2 minutes, là. Pour jouer quoi? Alors, on vient de faire un concert avec Canadian Brass où j'ai joué aussi. Puis là, on fait un concert de musique de super-héros. Puis après ça, on fait un concert de. Les fans de Frank Sinatra vont comprendre Only the Lonely, son album de 1958, avec les arrangements originaux de Nelson Riddle et avec A.G. Lambert qui est sa petite fille, qui est aussi chanteuse, la petite fille de Frank Sinatra, qui vient chanter tout l'album du début à la fin. On s'est fait prêter les partitions par Seth MacFarlane, qui est ceux qui connaissent The Family Guy, c'est lui qui fait toutes les bonnes chansons. Lui a acheté toutes les partitions, puis il nous prête ça. Donc, c'est ma semaine à Toledo, puis tout en me préparant pour le chant de la terre à la maison à la fin. Alors, salutations également au grand mécène Jacques Marchand qui est à Toledo Oui. pour l'occasion. Alors, je vous souhaite d'aller prendre un verre après, puis vous penserez à nous autres à Montréal dans la neige encore. Merci beaucoup, Alain Trudel. À très À très bientôt. bientôt.